Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 23 septembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Plus les notes baissent, mieux le proviseur est payé. Avant d'expliciter le titre, on va commencer quand même par le petit résumé de l'évolution des indices cette semaine. Et eh bien, youpi, on a effacé en fait le terrain perdu depuis le 12-13 septembre dernier. Rappelez-vous de cette très mauvaise semaine qui s'était déroulée juste après l'intervention de la Banque Centrale Européenne, le CAC 40 perdant jusqu'à 3,8%. Eh bien, ils sont repris. On est revenu donc sur les niveaux du début du mois de septembre. Mais il n'y a pas que les actions, il y a aussi le marché obligataire. Oui, le marché obligataire, on l'a bien amusé, on l'a bien fait danser au bout des ficelles. On se rappelle du Bund qui affichait moins 0,10, qui a vu son rendement grimper jusqu'à plus 0,08. Parce que la Banque Centrale Européenne s'était montrée moins accommodante. Et puis hier, eh bien, au miracle, voici le Bund revenu à moins 0,08, les OAT revenus à 0,15, le 10 ans espagnol retombe sous les 1%. En fait, il ne s'est rien passé depuis la période du 25 septembre, du 25 août au 2 septembre. Entre-temps, eh bien, les banques centrales ont agité leurs lèvres. Les marchés avaient cru qu'il y aurait peut-être 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année aux États-Unis. Les taux se sont tendus. La Banque Centrale Européenne en a certainement profité pour racheter de nombreux instruments qui lui étaient devenus inaccessibles parce que trop négatifs. En faisant remonter les taux, eh bien ça augmentait la taille du gisement. Et voilà, on peut comme cela compléter le programme d'achat sans trop assécher le marché. Alors les actions, donc, nous l'avons dit, sont revenues à peu près à leur niveau du début du mois. Ça c'est pour l'Europe, mais il y a le Nasdaq qui, lui, en solo, enchaîne les records historiques absolus. On en est au deuxième consécutif. Et hier, ça ne s'est pas fait n'importe comment. Ce n'était pas la progression régulière auquel on est habitué depuis le 28 juin dernier. Non, hier, ça a été le gap à la hausse et un record absolu à 5345 points. Alors, le Nasdaq continue de surperformer le Dow Jones et le S&P, qui eux ont du mal à renouer avec leurs records estivaux. Mais surtout, le Nasdaq a multiplié par 4 sa valeur depuis le 9 mars 2009. Donc on va dire, allez, le Nasdaq c'est 4 fois la mise. Eh bien c'est même mieux que cela. C'est également 4 fois le ratio de Fibonacci. Et là, vous allez surveiller le niveau 5374, parce qu'à 5374, c'est-à-dire en fait 30 points de mieux que ce que l'on a atteint hier, on aura effectivement connu 4 progressions consécutives de l'équivalent donc du nombre d'or, c'est-à-dire 1,618. Alors ce qui est intéressant, c'est que lors des précédentes séquences où l'on a fait ce fameux nombre d'or, à chaque fois, le Nasdaq a marqué le pas. Autrement dit, les algorithmes étaient bien programmés pour emmener le Nasdaq vers des objectifs prédéterminés. Et quand on voit hier les places européennes gagner, alors 2,3% au final, mais jusqu'à 2,7% en séance, avec un CAC 40 se hissant vers 4530, on ne peut que supposer que ces scores ont été prédéterminés.
En fait, on a assisté hier au même scénario que le 2 septembre dernier. Vous avez des chiffres de l'emploi américain qui sont, on ne sait pas trop comment les interpréter, et puis vous avez l'indice CAC qui prend 2,5%, et scénario à peu près identique à Wall Street. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement que la queue remue le chien, c'est-à-dire que l'on tire les indices et derrière, eh bien, on fait du storytelling, on vous explique que si les marchés ont aussi bien réagi, c'est que c'était absolument merveilleux. Et hier, on nous explique de la même façon que si l'on gagne 2,5, 2,7%, eh bien c'est parce que Madame Yellen a ravi la communauté financière en nous expliquant que ça ne va suffisamment pas bien aux États-Unis pour repousser une nouvelle fois une hausse de taux. Parce que c'est ça que nous dit Madame Yellen. Il y a des signaux de faiblesse, notamment au niveau de la production industrielle, encore davantage au niveau de la productivité, parce que les entreprises ont tellement licencié, tellement écrasé leurs coûts, qu'elles sont arrivées au taquet, et qu'aujourd'hui, si on veut augmenter la production, eh bien, le coût marginal, lui, eh bien, il progresse fortement parce qu'il faut évidemment recruter ou payer des heures supplémentaires. Donc, produire davantage aux États-Unis, eh bien, finalement, ça ne rapporte pas, ça coûte. D'où la baisse de la productivité. Et c'est là que nous en venons à illustrer notre titre, c'est-à-dire que plus les notes baissent, mieux le proviseur est rémunéré, c'est-à-dire que plus on a de mauvais résultats dans l'économie réelle, plus les marchés se voient donner de fausses monnaies pour tirer les cours à la hausse. Alors ça, c'est évidemment très destructeur pour des gens qui produisent de la vraie richesse, parce que eux, quand ils s'arrachent, quand ils font des heures supplémentaires, quand ils se dévouent à l'entreprise et aux objectifs, résultat des courses, il y a très peu d'augmentation de salaire, c'est Madame Yellen qui le dit elle-même. Beaucoup de salariés sont frustrés que les salaires ne progressent pas. Ça, c'est pour clouer le bec à certains membres de la Fed qui disent « Ouais, mais regardez, il y a les salaires qui dérapent ici ou là. » Ah oui, c'est sûr, pour des génies des mathématiques destinés à programmer les algorithmes tueurs dont se servent les grandes banques systémiques, oui, là, effectivement, il y a pénurie et on s'arrache les meilleurs profils. Mais dans l'économie productive, on s'aperçoit qu'en fait il y a beaucoup de mini-jobs, beaucoup d'emplois à temps partiel, plutôt mal payés, et que grosso modo les États-Unis ne se réindustrialisent pas, et que du côté du tertiaire on a aussi des signaux de ralentissement. Dans ces conditions, il n'y aura pas de hausse des salaires. Donc en fait, plus ça va mal dans l'économie réelle, plus les notes sont mauvaises, plus on donne d'argent aux proviseurs. Et cet argent, évidemment, il ne va pas être redistribué aux professeurs pour qu'ils fassent des heures sup, dispensent davantage de cours et permettent aux étudiants de rattraper un petit peu leur retard. Non, ça tombe dans la poche du proviseur financier, ça n'en ressort pas, sauf que cet argent sert évidemment à continuer d'acheter la dette de pays insolvables, la dette d'entreprises qui n'investissent pas mais qui rachètent leurs propres titres, et avec cette promesse fabuleuse faite aux futurs retraités, vous prêtez à des gens insolvables et comme récompense, vous aurez une rémunération zéro. C'est exactement ce qu'a dit la Banque centrale du Japon mercredi. Les taux sont fixés maintenant à zéro. Alors, ça ne sera pas 0 plus ni 0 moins, c'est 0 point barre. Autrement dit, les marchés n'ont plus à chercher un prix, n'ont plus à évaluer de risque d'aucune manière, puisque la Banque centrale a fixé l'objectif à 0. Donc non seulement les banques centrales, depuis 2012, administrent de façon quotidienne, implacable, la valorisation des actifs, mais bon, on pouvait encore se dire que le marché, entre les creux, les hauts, pouvait à un moment décider de racheter au plus bas et de revendre quand c'était un petit peu cher. Aujourd'hui, le marché n'a même plus à se préoccuper de savoir si on est dans un creux ou si on a atteint un pic, puisque de toute façon, la Banque centrale a fixé l'objectif. Donc, les marchés n'ont plus à chercher à déterminer une valeur. Pour les emprunts et pour la dette japonaise, la rémunération, c'est 0, c'est tout, point barre. Donc nous sommes dans un monde effectivement
où le risque n'est pas rémunéré, où les mauvaises notes de l'économie réelle sont récompensées, entre guillemets, par l'augmentation du salaire du proviseur qui tire le cours des obligations en ne donnant aucune rémunération à ceux qui détiennent des obligations, mais dans un but de rendement, c'est-à-dire vous et moi. Voilà, donc c'est une économie, comme je l'ai déjà dit, qui vole sur le dos, et une économie qui en plus de ça est menacée, alors non pas seulement par la folie des banques centrales, mais par la folie de certaines banques systémiques qui ont choisi la fuite en avant, et c'est le cas de la Deutsche Bank, premier établissement planétaire en termes d'encours de dérivés, qui va devoir procéder à une augmentation de capital géante, mais avant de la faire, il faudrait déjà qu'on arrive à sauver la banque Montepaschi di Siena en Italie. Et donc là, c'est le petit pois, et la Deutsche Bank, c'est le ballon de basket. Mais si on n'arrive déjà pas à sauver le petit pois, si on n'arrive pas à recapitaliser BPMS, comment va-t-on sauver la Deutsche Bank ? Et c'est là également que l'on comprend pourquoi les banques centrales font tout pour maintenir les taux à zéro. C'est que quand on a un établissement comme la Deutsche Bank, si jamais on devait pricer le risque de la Deutsche Bank dans son refinancement, les taux seraient à ce moment-là insupportables et la Deutsche Bank se désintégrerait en plein vol. Alors pour la BPMS italienne, évidemment, la désintégration, elle a déjà eu lieu. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait des déchets radioactifs, sous quel sarcophage va-t-on les enterrer ? Le problème, c'est qu'à l'échelle globale, beaucoup de dettes d'État, beaucoup de dettes d'entreprise sont aussi d'ores et déjà des déchets radioactifs. Et là, on ne sait vraiment pas quoi en faire.